Je maintiens fermement que ce programme Panorama n'a aucune légitimité et ne devrait jamais être ajouté. Le prince William vient de faire une annonce capitale qui a provoqué un véritable séisme au sein de la famille royale, auquel personne au palais n'était pleinement préparé. Il ne s'agissait pas d'une simple décision politique ni d'une déclaration publique. C'était une déclaration d'intention qui révèle clairement la direction que prend cette monarchie et qui la conduit désormais sur cette voie. La réaction des proches du trône confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis des mois. L'ère de Guillaume n'a pas seulement commencé, elle s'est imposée avec force. Affaire à suivre. L'annonce qui a figé la salle. Je m'engage à vous servir tous. Roy. Patrie et République. Que Dieu protège le roi. Il y a des annonces faites au sein de la famille royale britannique. Et il y a des annonces qui détonnent complètement. La plupart des déclarations royales suivent un schéma peaufiné depuis des décennies. Elles sont mesurées et soigneusement formulées. Elles sont diffusées par les voies officielles, avec une préparation suffisamment poussée pour que personne au sein de l'institution ne soit véritablement surpris par leur contenu. Le langage est maîtrisé, le moment est contrôlé et le message est calibré pour dire exactement ce qui est nécessaire. Ni plus ni moins. Ce que le prince William a annoncé au printemps 2026 était tout à fait différent. C'était direct, comme rarement dans les annonces royales. C'était précis, laissant très peu de place à l'interprétation diplomatique que le palais intègre habituellement à ses communications publiques. Et cette annonce est arrivée avec une rapidité et une fermeté telles que tous les regards étaient tournés vers elle avant même qu'elle n'en ait fini de lire le texte. Il ne s'agissait pas d'une déclaration édulcorée par de multiples relectures. C'était un homme qui avait décidé de ce qu'il voulait dire et qui l'avait dit. L'annonce a été faite le 14 avril 2026. William a choisi un cadre qui, en soi, était un signal fort. Il ne l'a pas diffusé par les canaux habituels du service de presse du palais de Kensington. Il ne l'a pas prononcé lors d'un engagement officiel où la cérémonie environnante aurait dilué son impact. Il l'a fait dans un contexte suffisamment public pour être sans ambiguïté et suffisamment direct pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas d'un message destiné principalement au palais. C'était un message pour le pays. Le fond de l'annonce portait sur une restructuration fondamentale de la manière dont la monarchie aborderait trois des problèmes les plus urgents auxquels la Grande-Bretagne est confrontée aujourd'hui. Le logement. Puis il a prononcé des paroles qui ont glacé le sang. Il a déclaré publiquement que la famille royale ne pouvait plus se permettre d'être une institution dont la contribution à la vie nationale se mesurait à l'aune des apparitions et des déclarations. Que le critère d'évaluation de la monarchie ne devait pas être la fréquence de ses apparitions, mais les changements qu'elle avait opérés. Car il y en avait eu. Relisez attentivement ces propos. Un futur roi se levant publiquement et déclarant au pays que l'institution qu'il s'apprête à diriger n'en avait pas fait assez. Le modèle actuel est insuffisant. Il entend le modifier de façon précise, vérifiable et en lien avec des résultats concrets. Une telle déclaration est inhabituelle pour un membre de la famille royale. Les commentateurs qui suivent l'institution depuis des décennies ont exprimé leur surprise, voire leur stupéfaction. Une correspondante chevronnée, forte de plus de 20 ans d'expérience au palais, a confié à ses collègues qu'en toutes ces heures passées à suivre la famille royale, elle n'avait jamais entendu un de ses membres aborder aussi ouvertement et publiquement les lacunes de celle-ci. Cette franchise n'était pas accidentelle. Ceux qui connaissent bien William le décrivent depuis des années comme un homme qui s'est préparé à ce moment précis. Quelqu'un qui a compris très tôt le potentiel de la monarchie et ses limites. Quelqu'un qui a vu sa mère interagir avec le public d'une manière qui dépassait le cérémonial et les fastes, et qui a puisé d'elle quelque chose que l'institution n'a jamais su pleinement intégrer. Diana, princesse de Galles, s'est assise auprès de malades du sida, alors que le monde craignait de les approcher. Elle a traversé des champs de mines en Angola en 1904, 27 pour attirer l'attention sur le coût humain des mines antipersonnelles. Elle n'a pas attendu l'aval du palais pour suivre son instinct. Elle l'a écouté, et le public l'a aimé pour cela, d'une manière que l'institution n'a jamais vraiment comprise ni pardonnée. William est le fils de sa mère à bien des égards, même si la famille a toujours préféré ne pas l'admettre. Mais ce qui a donné à cette annonce une portée bien plus grande qu'une simple déclaration personnelle d'un homme suivant l'instinct maternel, c'est le cadre institutionnel qui la sous-tend. Il ne s'agissait pas de Diana agissant seule à contre-courant de l'appareil du palais. C'était l'héritier du trône annonçant une restructuration des engagements royaux, manifestement planifiée, dotée des ressources nécessaires et préparée avec une rigueur organisationnelle qui dépasse largement la simple conviction personnelle d'un homme.
Quelqu'un y travaillait depuis longtemps, et la question qui a immédiatement circulé au sein du palais et parmi la presse royale était une question à laquelle personne n'avait de réponse satisfaisante. Le roi Charles était-il au courant? Et si oui, pourquoi tant de personnes au sein de l'institution ont-elles eu l'impression d'être prises au dépourvu? La réponse à cette question est au cœur de tous les bouleversements qui ont marqué la monarchie britannique au cours de l'année écoulée. Et elle commence par la compréhension de ce que cette annonce signifie réellement pour l'institution elle-même. Ce que cela signifie réellement pour la monarchie. Pour comprendre l'impact de l'annonce de William, il faut saisir la manière dont la monarchie britannique a toujours géré le changement. Elle ne se précipite pas. Elle ne fait pas de déclarations fracassantes. Elle ne se présente pas devant le pays pour annoncer que les anciennes méthodes ne sont plus adaptées. L'institution a survécu pendant près de 1000 ans, non pas en agissant avec audace, mais avec prudence, en absorbant les pressions progressivement, en laissant le changement s'opérer si lentement qu'il ne ressemble jamais à une rupture. Voilà le modèle. Voilà ce qui a toujours été le modèle. Et William s'est simplement mis en retrait. C'est une décision irrévocable. Ce qu'il a annoncé le 14 avril 2026 n'était pas simplement une nouvelle initiative caritative présentée sous un jour ambitieux. C'était une prise de position philosophique sur le rôle de la monarchie, sur ses devoirs envers le peuple qu'elle sert, et sur les critères d'évaluation auxquels elle doit se conformer. Or, de telles prises de position, rendues publiques avec un tel niveau de précision, modifient durablement les termes du débat autour de l'institution. Concrètement, voici ce que cela signifie. En s'engageant à obtenir des résultats mesurables en matière de logement, de santé mentale et d'engagement des jeunes, William a accompli une première dans l'histoire moderne de la famille royale. Il a rendu la monarchie responsable au-delà de la simple opinion publique. Il a instauré un cadre où la question n'est plus de savoir si le public apprécie la famille royale ou éprouve de la sympathie à son égard. La question est désormais de savoir si la famille royale atteint les objectifs précis qu'elle s'est fixés publiquement. Il s'agit d'une toute autre exigence, une exigence qui pèsera sur l'institution quoi qu'il arrive. Si les objectifs sont atteints, William s'imposera comme le dirigeant royal le plus efficace et le plus crédible de toute une génération. Dans le cas contraire, chaque journaliste, chaque critique, chaque voix républicaine qui, depuis des décennies, soutient que la monarchie n'est qu'une institution décorative sans véritable fonction, aura un échec précis et documenté à pointer du doigt. William en est conscient. Il ne prend pas d'engagement sans en mesurer la portée. Autrement dit, la décision de faire cette annonce sous cette forme et à ce moment précis n'était pas impulsive. C'était un choix réfléchi et délibéré, visant à rehausser les enjeux institutionnels de manière à contraindre la monarchie à tenir ses promesses, sous peine d'être discréditée. Et le fait qu'il ait accepté ces enjeux en dit long sur la confiance qu'il a dans ce qu'il a déjà bâti en coulisses. Dans un commentaire publié peu après l'annonce, le Dr. Robert Lacey, analyste royal et commentateur constitutionnel, a fait remarquer que William avait en réalité redéfini le contrat tacite entre la monarchie et le peuple britannique.
La famille royale représenterait la nation, incarnerait ses valeurs, remplirait ses devoirs cérémoniels et assurerait la continuité vivante de l'histoire. En retour, le public témoignerait de sa bienveillance, financerait l'institution par le biais de la dotation souveraine et traiterait la famille avec une considération particulière, reflétant son statut constitutionnel unique. L'annonce de Williams a introduit une nouvelle clause dans l'exécution de ce contrat. Cette simple modification change radicalement la façon dont la monarchie sera évaluée à l'avenir, non seulement durant le futur règne de William, mais dès maintenant, car l'engagement est pris et le processus est enclenché. Mais il y a une autre dimension à cela, qui dépasse le cadre de la responsabilité publique. L'annonce de William véhicule également un message très précis quant au rythme de la transition au sein de l'institution. Car l'ampleur et l'ambition de ce qu'il a décrit ne sont pas l'œuvre d'un homme qui attend son tour. C'est l'œuvre d'un homme qui agit déjà comme si son tour était arrivé. Songez à l'ampleur de ce qui a été annoncé. Des cibles spécifiques, des communautés spécifiques, des organisations partenaires spécifiques, un délai de reddition de comptes défini sur 5 ans. Ce niveau de préparation ne se fait ni en quelques semaines, ni en quelques mois. Poser les bases d'une telle structure prend des années, ce qui signifie que William préparait cette annonce depuis longtemps, discrètement et méthodiquement, tout en assumant ses fonctions publiques. Alors que le discours officiel sur la monarchie restait principalement axé sur le règne de son père, il préparait simultanément le sien. Et c'est cette préparation parallèle, désormais révélée par cette annonce, qui perturbe véritablement certains au sein du palais. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inconstitutionnel à ce qu'un héritier se prépare à la royauté, mais parce que l'ampleur de ce qui a été révélé suggère un développement institutionnel indépendant dont certains proches de Charles n'avaient pas pleinement conscience. Un conseiller royal de haut rang, s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès d'un correspondant royal dans les jours qui ont suivi l'annonce, a décrit le sentiment qui régnait dans certains cercles du palais comme celui d'assister à un accomplissement factice. Les tensions que cette relation engendre actuellement au sein du palais sont bien plus graves que tout ce qui est rapporté publiquement. Et les répercussions de cette annonce les ont rendues visibles d'une manière impossible à ignorer. Les répercussions au sein du palais. Lorsqu'une annonce majeure parvient à la famille royale sans que toutes les personnes concernées en soient pleinement informées au préalable, les répercussions ne se manifestent pas d'elles-mêmes. Elles ne se traduisent ni par une confrontation dans un couloir, ni par un échange houleux lors d'une réunion officielle. Elles n'éclatent pas immédiatement dans la presse ou par des communiqués officiels de familles rivales. Elles se propagent au gré des tensions inhérentes à cette institution. Discrètement, par des changements d'atmosphère, par des conversations qui s'interrompent à l'entrée de certaines personnes dans une pièce, par une réorganisation subtile mais indéniable des relations entre les personnes, travaillant dans le même bâtiment dans les heures et les jours qui suivent un événement important. Les répercussions de l'annonce de William en avril se sont déroulées exactement de cette manière. Et les personnes au sein du palais, qui suivaient attentivement la situation, l'ont perçu quelques heures seulement après la publication de la déclaration. Le premier signe est apparu dans la répartition des appels téléphoniques. Certains émis, d'autres non, dans l'immédiat. Des sources proches des communications internes du palais ont constaté une absence notable de la réaction coordonnée qui suit généralement une annonce royale majeure. Lorsque l'institution fonctionne sans accroc et que tous les acteurs clés sont sur la même longueur d'onde, une déclaration publique importante d'un membre important de la famille royale est rapidement suivie d'un écho unanime et favorable de la part des autres membres de la famille royale. Les assistants passent des appels, des communiqués de soutien sont publiés. L'appareil de communication royale se met en marche. Cette fois-ci, rien de tout cela ne s'est produit. Au contraire, un silence éloquent a régné, révélant des vérités essentielles à quiconque connaissait le fonctionnement du palais. Buckingham Palace a mis plusieurs heures de plus que prévu à publier le moindre commentaire de soutien à l'annonce de William. Lorsque ce commentaire est finalement arrivé, il était remarquablement bref, formulé avec précaution, prenant acte de l'annonce sans pour autant en approuver explicitement le ton ni les ambitions. Pour un observateur extérieur, la différence entre ces deux éléments pourrait paraître insignifiante. Au sein de l'institution, elle était toute sauf anodine. Les journalistes royaux chevronnés ont immédiatement relevé ce manque de clarté. Une correspondante couvrant le palais depuis plus de 15 ans a décrit la réaction de Buckingham Palace comme la déclaration de soutien la plus diplomatiquement minimaliste qu'elle ait vue d'une maison royale envers une autre ces dernières années. Elle a souligné que le langage employé, les complications potentielles sont identifiées et gérées
avant que quoi que ce soit ne soit rendu public. Le système est lent et parfois frustrant, mais il existe pour des raisons que les personnes qui y travaillent depuis des décennies comprennent et respectent. L'annonce de William n'avait pas suivi le processus d'approbation escompté par les courtisans et le sentiment de se voir présenter un produit fini, plutôt que d'avoir été associé à son élaboration, avait engendré des tensions institutionnelles ressenties à différents niveaux de la hiérarchie palatiale. La seconde préoccupation était plus substantielle et plus délicate. Certains proches du roi Charles estimaient que l'ambition et la formulation de l'annonce de William laissaient entendre que le règne en cours n'avait pas été à la hauteur des exigences que l'héritier s'engageait désormais publiquement à respecter. Non pas par une critique explicite, William avait pesé ses mots. Il n'avait pointé aucun échec ni accusé personne. Mais la logique de son annonce, l'argument selon lequel la monarchie devait passer d'une présence symbolique à un impact concret, comportait un commentaire implicite sur le modèle qui avait défini l'engagement royal jusqu'alors. Et ce modèle était celui dans lequel Charles avait œuvré durant tout son règne. Charles lui-même n'a fait aucune déclaration publique concernant l'annonce de son fils, hormis une brève et soigneusement neutre reconnaissance par les voix officielles du palais. Des proches du roi le décrivent en privé comme sincèrement fier de l'ambition de William, tout en éprouvant des sentiments complexes quant à la rapidité et à la manière dont cette ambition s'exprime. Cette complexité est compréhensible. Charles a attendu plus longtemps que tout autre héritier dans l'histoire britannique pour devenir roi. Il est monté sur le trône à 73 ans, en septembre 2022. Il a dû faire face à de graves problèmes de santé presque dès le début de son règne. Et maintenant, moins de 4 ans après son accession au trône, son fils et héritier fait des annonces largement perçues comme le début d'une nouvelle ère royale. On imagine aisément le poids émotionnel de cette situation pour un homme comme Charles. Mais les émotions, aussi compréhensibles soient-elles, n'expliquent pas entièrement les répercussions de l'annonce de William. Car la réaction la plus significative au sein du palais n'est pas venue de Charles, mais de Camilla. Et ce que sa réaction a révélé sur l'état des relations entre sa famille et William est plus important que tout ce qui a émergé jusqu'à présent de cet épisode. La réaction de Camilla est ce qu'elle a révélé. Camilla Parker, titulaire d'une licence en sciences, a passé 20 ans à apprendre à survivre au sein de la famille royale britannique. Un véritable tour de force. L'institution dans laquelle elle s'est mariée en avril 2005 l'avait longtemps considérée comme la méchante de son épisode le plus douloureux de l'histoire moderne. Celle qui avait perturbé le conte de fées, celle dont le nom était devenu indissociable de l'effondrement de l'un des mariages les plus déplorés de l'histoire britannique. Elle est entrée dans la famille royale avec un poids d'hostilité publique qui aurait brisé la plupart des gens, et elle a œuvré à la reconstruction de son image avec une patience et une discipline que même ses détracteurs ont hésité à reconnaître pleinement. Elle comprenait l'institution. Elle en comprenait les rouages. Elle comprenait ce qu'elle récompensait et ce qu'elle punissait. Et elle s'était soigneusement positionnée au sein de ces structures, de manière à ce qu'elle soit en position de force au moment où Charles est devenu roi en 2022. Une figure bien plus stable et acceptée que ce que presque personne n'aurait pu prédire dans les années qui ont suivi la mort de Diana. Mais quelque chose a changé autour de Camilla ces 18 derniers mois. Et l'annonce de Williams a accéléré ce changement d'une manière désormais impossible à ignorer. Des sources proches du palais ont décrit la réaction de Camilla à l'annonce du 14 avril comme un mécontentement contenu. Pas la fureur ouverte qu'une personne moins disciplinée aurait pu manifester. Pas de confrontation visible ni de déclaration publique qui aurait pu être utilisée contre elle. Quelque chose de plus froid et de plus réfléchi. Le genre de mécontentement qui s'exprime par l'absence, par le retrait de la chaleur humaine, par le discret repositionnement des allégeances au sein de la maisonnée que les personnes qui y travaillent ressentent immédiatement, même sans parole. Dans les 48 heures suivant l'annonce, des sources au sein du palais ont noté un changement marqué d'atmosphère autour de Camilla. Les réunions qui, d'ordinaire, réunissaient des représentants des deux ménages se déroulaient désormais différemment. La communication entre les deux bureaux, qui fonctionnait avec une efficacité raisonnable les mois précédents, devint nettement plus formelle. Les échanges informels et aisés qui permettent aux deux familles royales de se coordonner sans passer par les procédures officielles se sont considérablement ralentis. Un conseiller du palais a décrit ce changement avec une précision saisissante. C'était comme si une porte, auparavant ouverte, était désormais fermée, non pas verrouillée, non pas barricadée, simplement fermée. Et chacun, de part et d'autre, comprenait ce que cela signifiait.
La réaction de Camilla était motivée par des raisons plus profondes qu'une simple frustration liée aux procédures. Pour bien la comprendre, il faut saisir ce que l'annonce de Williams représentait pour elle, non pas en tant que figure institutionnelle, mais en tant que femme dont la position au sein de la monarchie a toujours été plus précaire que son titre ne le laisse supposer. Camilla est reine consort. Sa position est entièrement liée à celle de Charles en tant que roi. Lorsque Charles ne sera plus roi, Camilla ne sera plus reine consort. Son autorité officielle au sein de l'institution, son accès à ses ressources, sa place dans la hiérarchie, tout cela est directement lié à la continuation du règne de Charles. Dès que ce règne prendra fin et que celui de William commencera, la position institutionnelle de Camilla changera fondamentalement et définitivement. Elle le sait. Elle l'a toujours su et elle a passé des années à gérer les implications de cette situation, avec la même intelligence stratégique qu'elle a déployée face à chaque autre défi de sa vie royale. Mais l'annonce de William a bouleversé la donne d'une manière à laquelle elle ne s'était pas pleinement préparée. Car cette annonce ne se contentait pas de signaler que William préparait son futur règne. Elle démontrait publiquement qu'il l'avait déjà mise en place, que l'infrastructure d'une nouvelle ère royale n'était pas un projet abstrait esquissé pour un avenir lointain. Elle était déjà construite, déjà opérationnelle, déjà présentée au pays comme le cadre dans lequel la monarchie serait jugée à l'avenir. Cette révélation a eu un impact particulier sur Camilla, car elle signifiait que la transition qu'elle avait tenté de contrer, celle qu'elle avait ralentie, ou du moins façonnée, par tous les moyens d'influence et de positionnement possibles, était plus avancée qu'elle ne l'avait imaginé. Le terrain qu'elle pensait encore pouvoir conserver s'était déjà dérobé sous ses pieds. La commentatrice royale et biographe Angela Levan a noté, dans une analyse publiée fin avril 2026, que Camilla avait constamment sous-estimé la vitesse à laquelle William consolidait sa position au sein de l'institution. Elle a observé que la stratégie de Camilla reposait sur l'hypothèse que la transition du règne de Charles à celui de William serait suffisamment progressive pour permettre à la famille royale actuelle de conserver une influence significative. L'annonce de William a remis en question cette hypothèse de manière directe et publique en un seul après-midi. Cette remise en question a désormais révélé une réalité que les initiés du palais connaissaient depuis un certain temps. Camilla et William ne se contentent pas de gérer la tension générationnelle naturelle entre un règne actuel et un règne futur. Ils agissent selon des visions fondamentalement différentes de ce que devrait être la monarchie et de qui devrait avoir l'autorité pour la façonner. La vision de William est structurelle, responsable et tournée vers l'avenir. Elle repose sur le principe que l'institution doit gagner sa place dans la vie nationale par un impact concret plutôt que par une déférence héréditaire. La vision de Camilla, dans la mesure où ses actions la révèlent, est plus traditionnelle, davantage axée sur la continuité des structures existantes et plus réfractaire au cadre de responsabilité publique auquel William a désormais soumis l'institution. Ces deux visions sont inconciliables et la tension qui les oppose ne peut plus être gérée discrètement au sein du palais. William a déclaré publiquement que la famille royale ne pouvait plus se permettre d'être une institution mesurant sa contribution à la vie nationale par des apparitions et des déclarations. Cette tension est désormais publique et influence tous les débats sur l'avenir de la monarchie. Pour comprendre l'annonce de William, il faut comprendre William lui-même. Non pas l'image qu'il projette sur les photos officielles lors des banquets d'État et des réceptions diplomatiques, ni le personnage public soigneusement construit au fil des décennies par la stratégie de communication royale, mais l'homme qui se cache derrière tout cela. Celui façonné par des expériences qu'aucun protocole de palais ne saurait contenir ni contrôler. Car William n'est pas simplement un futur roi qui a hérité de l'ambition en même temps que de son titre. C'est un homme que la perte a façonné d'une manière qui l'a marqué à jamais. Et ces marques ont guidé chacune des décisions importantes qu'il a prises quant au type de roi qu'il entend être. 1997. William avait 15 ans lorsque sa mère est décédée dans ce tunnel parisien le 31 août. C'était un garçon, un enfant qui avait déjà passé des années à voir les réalités les plus douloureuses de la vie privée de sa famille se dérouler sous les yeux du monde entier. Il avait vu le mariage de ses parents s'effondrer en direct, tandis que le monde entier commentait chaque événement. Il avait vu sa mère traitée par l'institution dans laquelle elle s'était mariée comme un problème à gérer plutôt que comme une personne à soutenir. Et puis, il l'avait perdue soudainement, violemment, dans des circonstances qui ne laissaient aucune place à la préparation ni à ces adieux progressifs qui permettent au deuil de prendre forme avant d'être porté en public. Ce que Diana a laissé à William, ce n'était pas seulement de l'amour.
Elle lui a laissé un idéal de ce à quoi pouvait ressembler l'engagement royal face à la souffrance humaine réelle, lorsqu'il était mené sans crainte et sans la distance protectrice que l'institution. William a intégré cette leçon à 15 ans et n'a cessé de la développer depuis. Mais ce qui distingue William du simple fait d'être le fils de Diana, cherchant à honorer sa mémoire, c'est l'intelligence structurelle qu'il a apportée à la mission qu'elle a inspirée. Diana agissait par instinct et par courage. Elle a enfreint les règles de l'institution car son instinct lui disait qu'elles étaient injustes. William a consacré sa vie d'adulte à quelque chose de plus complexe et, au final, de plus lourd de conséquences que la simple transgression des règles. Il a bâti l'architecture qui rendrait possible d'autres règles. Voyez son parcours. En 2009, il a suivi une formation de pilote de recherche et de sauvetage au sein de la Royal Air Force et a servi en opération pendant 3 ans. Il ne s'agissait pas d'une nomination militaire honorifique, comme celle que les membres de la famille royale acceptent traditionnellement par simple formalité. Il a effectué de véritables missions. Il a sauvé des vies de dangers réels. Pendant des années, il a exercé un métier où le succès ne se mesurait pas à la manière dont on représentait l'institution, mais à la survie de la personne en face de soi. Cette expérience l'a profondément marqué, et cela transparaît dans tout ce qu'il a entrepris depuis. La Fondation royale n'est pas une organisation caritative au sens traditionnel du terme. Elle constitue un modèle, une démonstration de faisabilité pour le type d'engagement royal axé sur la responsabilité auquel la monarchie s'est désormais engagée institutionnellement suite à l'annonce de William en avril. Le rôle de Catherine dans tout cela mérite un examen approfondi. Ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec eux deux décrivent unanimement Catherine comme bien plus qu'une simple partenaire soutenant la vision de son mari. Elle en est l'une des architectes. Sa formation en histoire de l'art et en psychologie, ses années d'observation attentive du fonctionnement des communautés et des institutions, son instinct pour la dimension humaine de chaque question politique. Autant de qualités qui ont façonné la réflexion stratégique autour de la chasse aux baleines. Ces qualités ne sont pas toujours perceptibles de l'extérieur, mais sont considérées comme fondamentales par les initiés. Un haut responsable ayant travaillé avec William et Catherine pendant une longue période l'a exprimé, clairement lors d'une conversation informelle avec un correspondant royal début 2026. Il a déclaré que tenter de comprendre la stratégie de William sans tenir compte de l'influence de Catherine revenait à essayer de comprendre un bâtiment en n'examinant que la moitié des plans. Cette observation prend une importance capitale dans le contexte de l'annonce d'avril, car il ne s'agissait pas simplement d'une déclaration de William. C'était leur décision commune, élaborée, façonnée et programmée ensemble, et présentée avec tout le poids d'un partenariat qui se préparait à ce moment depuis bien plus longtemps que le monde extérieur ne l'a perçu. Il n'accède pas à la royauté par impatience ou par ambition au sens conventionnel du terme. Il progresse au rythme que lui permet sa préparation. Chaque étape s'appuie sur le travail accompli précédemment. Chaque engagement public est soutenu par l'infrastructure déjà mise en place. Cette capacité à garder les pieds sur terre est peut-être ce qui le caractérise le plus en tant que futur roi. C'est ce qui distingue son ambition de celle qui brûle vite et laisse des traces. Son ambition est solide, elle est faite pour durer. Et l'annonce qu'il a faite en avril 2026 n'est pas l'aboutissement de cette ambition. C'est le fondement de quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose qui définira non seulement son règne, mais aussi l'image de la monarchie britannique pour la génération suivante. Ce qui nous amène à la question vers laquelle tout dans cette histoire converge. Quel avenir pour la couronne? Quel chemin se dessine pour William, pour Charles, pour Camilla? Et pour une institution qui vient de s'engager publiquement envers une norme qu'elle n'avait jamais acceptée auparavant? La réponse à cette question est plus précise et plus lourde de conséquences que la plupart des gens ne l'ont encore compris. Où la couronne va à partir d'ici. La monarchie britannique se trouve à un tournant décisif. Non pas un tournant qui s'annonce par une crise constitutionnelle ou un scandale public contraignant l'institution à se mettre en état d'urgence, mais un tournant plus discret et, en fin de compte, plus lourd de conséquences. Un tournant où le poids cumulé de circonstances changeantes, de changements de personnel et d'attentes publiques, en constante évolution, atteint un point de bascule rendant l'ancien mode de fonctionnement obsolète. Ce point de bascule est atteint et l'annonce de William l'a rendu visible à tous. L'avenir de l'institution se dessine désormais sous 3 angles distincts qui se déploient simultanément et qui façonneront l'image de la monarchie britannique au cours de la prochaine décennie. La première réalité, c'est Charles. Le roi a 77 ans. Il fait face à de graves problèmes de santé qui ont déjà considérablement perturbé le fonctionnement de son règne.
C'est un homme d'une intelligence remarquable et d'une connaissance approfondie des institutions qui a attendu toute sa vie le rôle qu'il occupe aujourd'hui. Et il observe son fils bâtir l'édifice du règne suivant avec une rapidité et une assurance que son état de santé ne peut en aucun cas freiner. Charles ne se retire pas, il n'abdique pas, mais le véritable centre de gravité au sein de l'institution s'est déplacé vers William d'une manière désormais publiquement documentée et institutionnellement irréversible. L'annonce du 14 avril l'a confirmé. L'autre réalité concerne Camilla. Son avenir dépend presque entièrement de la rapidité et de l'ampleur avec lesquelles elle redéfinit sa relation avec l'entourage de William. La stratégie de résistance consistant à utiliser tous les outils d'influence disponibles pour ralentir ou orienter la transition a été considérablement affaiblie par l'ampleur publique de l'engagement pris par William. L'institution a évolué et le coût de continuer à s'opposer à ce mouvement sera entièrement à sa charge. Des sources proches du palais indiquent que des discussions sont déjà en cours au sein de l'entourage de Camilla concernant un repositionnement stratégique, la manière de trouver un rôle dans le nouveau contexte qui lui permette de conserver une certaine influence et une certaine pertinence, plutôt que d'être complètement exclu. Reste à savoir si ces discussions aboutiront à un réalignement efficace. Le troisième élément à prendre en compte est William lui-même. Au moment où ces lignes sont écrites, il aura 44 ans dans 37 jours. Il est en bonne santé. Il est prêt. Il a pour compagne Catherine, dont les compétences égalent les siennes. Il a une vision à laquelle il s'est désormais engagé publiquement et qui est ancrée institutionnellement. Par son annonce du 14 avril, il a démontré sa volonté d'agir à son propre rythme et selon ses propres conditions, quelles que soient les frictions institutionnelles que cela engendre. L'ère de l'attente est révolue. La couronne est en pleine mutation, et cette mutation a été décidée par un homme qui a consacré sa vie entière à préparer ce moment précis. L'annonce de Williams a modifié les critères d'évaluation de la monarchie britannique. Le cadre de responsabilité est désormais établi. La vision est publique. Et celui qui la porte a passé des décennies à se préparer à joindre le geste à la parole. La couronne a désormais une nouvelle norme, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Script complete terminé. Prononcez le mot pour le document Word.